Bonjour, ici Thierry Samlal de PMML. Aujourd'hui, je vous présente les données provenant du rapport sur l'offre de logement fait par la SCHL et daté du printemps 2024. Donc, rapport fort intéressant qui vient de sortir de la SCHL. Les problèmes de logement sont présents partout sur la planète en ce moment, mais si on se concentre au Canada, on voit de façon concrète que toutes les mesures mises en place par les différents paliers gouvernementaux, que ce soit fédéral, provincial ou municipal, ont définitivement porté fruit. Dans la majorité des villes canadiennes, on a vu une surperformance au niveau des mises en chantier, même des mises en chantier records qui ont été effectuées. Maintenant, ce n'est pas le cas, malheureusement, pour la province de Québec. Ce n'est pas le cas pour Montréal, Québec, ni pour Edmonton et Ottawa. Et on va regarder pourquoi est-ce que ces villes-là ont sous-performé, quelles sont les raisons. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les politiques gouvernementales fonctionnent définitivement. À Toronto, Vancouver et Calgary, on a eu des mises en chantier records en 2023 pour du multilogement. Première observation. Deuxième observation, la quantité d'unifamiliales qui ont été construites en 2023 a chuté de manière importante et le tout a été plus ou moins annulé au Canada par le multilogement. Ça veut dire quoi? Les unifamiliales sont très difficiles au niveau de... C'est très difficile d'accéder au fait au logement en termes d'unifamiliales. Donc, les gens se rabattent vers le multilogement. On a remarqué quand même des augmentations importantes au niveau des mises en chantier de copropriété dans certaines municipalités. Et tout ça dans le but de pallier une demande future là, en 2026 au niveau de la copropriété. Donc, en résumé, beaucoup moins de maisons qui se construisent, le tout compensé par plus de multilogements, presque de façon équivalente, dépendamment de la ville canadienne dans laquelle on est situé. De la copropriété des condominiums en construction en prévision du marché de 2026 où est-ce que les taux d'intérêt risquent d'être plus bas et l'accessibilité à la propriété, à la copropriété, beaucoup plus facile. Mais les unités unifamiliales demeurent difficiles au niveau de l'accession et même on remarque en ce moment à Montréal même des surenchères dans la majorité des secteurs pour acheter une unifamiliale. On se doute que le prix de base des propriétés style bungalow, etc., cottage vont augmenter à travers le temps. Regardons les statistiques. Très important au niveau des mises en chantier en 2023, au niveau du volume. Donc, quelle est la variation entre 2022 et 2023 pour les volumes de multilogements construits? Si on est du côté de Vancouver, une augmentation de 27,9 %. Significatif dans un marché où est-ce que la population locale achète, mais également la population internationale achète de façon importante. Avec toutes les restrictions qu'on a eues notamment, il y a quand même eu une augmentation de 27,9 %. N'oublions pas que pour ceux qui ont été à Vancouver, vous savez comment est-ce que la ville est faite. Une chaîne de montagne qui ceinture complètement Vancouver et on est vraiment sur le bord de l'eau. Donc, ce qui arrive dans ce temps-là, c'est qu'une densification automatique qui se passe à cause des barrières géographiques naturelles, qui est la chaîne de montagne ici. Il y a des enjeux aussi au niveau de la construction sur le bord de l'eau, etc. Donc, ça fait une ville qui est beaucoup en hauteur et le besoin en logement est grand. Donc, augmentation de 27,9 %. Très intéressant de constater dans ce marché-là, mais il ne faut pas oublier les baisses précédentes qu'on a eues à Vancouver. Donc, la hausse peut sembler être plus forte qu'ailleurs, en tenant en considération qu'il y a eu des baisses plus importantes dans les années précédentes. Calgary, une hausse de 13,1 %. Calgary, souvent, ce sont des immeubles qui sont en faible hauteur, forte densité, faible hauteur, donc des immeubles qui sont beaucoup construits sur le sens de la longueur à la largeur et non de la hauteur. Une augmentation de 13,1 %, quand même important. Il y a quand même 19 500 logements environ qui ont été construits à Calgary, 33 000 à Vancouver. Du côté d'Edmonton, une baisse, 13 000 logements qui ont été construits.
Donc, on parle d'une baisse de 9,6 % qui est quand même une baisse importante, près de 10 % du côté d'Edmonton. Toronto, êtes-vous bien assis? 47 000 unités de logement ont été construites à Toronto, c'est incroyable. Et là, on a une hausse de 5,1 %. Un peu plus tard, on va voir là, quels sont les enjeux de construction à Toronto. Qu'est-ce qui a freiné un petit peu cette hausse-là, qui techniquement aurait pu être de beaucoup plus, ça aurait pu être de 60 000 logements. On est à 47 logements. Ottawa, une baisse de près de 19,5 %, donc près de 9 000 unités construites. Il ne faut pas oublier qu'Ottawa, de l'autre côté de la rivière de Gatineau, et Gatineau, il y a énormément de multilogements qui se font construire, donc moins de multilogements du côté d'Ottawa, où est-ce que les prix sont plus forts. Et les locataires simplement traversent maintenant la rivière pour aller du côté de Gatineau. Malheureusement, je n'ai pas la statistique de Gatineau aujourd'hui. Montréal, une baisse importante. On a 15 000 logements construits à Montréal. Une baisse de 36,9 %. 37 % de baisse à Montréal. C'est un chiffre qui peut faire beaucoup mal, surtout dans un endroit où est-ce qu'il nous reste encore beaucoup de sites qui tardent à être densifiés ou qui tardent à être redéveloppés. Je pense notamment près du centre-ville de Montréal. Si on regarde dans la totalité de ce qui a été construit dans les 6 plus gros centres urbains du Canada, on a au total près de 138 000 logements qui ont été construits, soit une baisse de moins de 1 % en une année. Donc, l'année précédente, on avait à peu près la même chose, à peu près 140 000 logements de construits. La tendance se maintient. La bonne nouvelle, c'est que le nombre de constructions se maintient de 2022 à 2023, ce qui démontre que même dans un contexte plus difficile, qu'on est quand même capable de construire du logement, notamment dû à certains assouplissements qu'on va voir un peu plus tard, mais je pense notamment à la TPS, hein, qui est maintenant à 100 % de réduction, qui donne un fort impact à travers toutes les provinces. Certaines provinces aussi ont aboli leur taxe de vente provinciale pour ce qui est de la construction, ce qui fait également un fort impact. La stabilisation de certains coûts de construction à certains endroits. Au niveau de l'urbanisme, un allègement de certaines réglementations dans les municipalités, accélérant la possibilité de construire du logement ou assouplissant les règles nécessaires à la construction de logements. Intéressant de voir tout ça. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé au cours des 10 dernières années? Si on regarde au niveau de la quantité de logements disponibles par capita de 1000 habitants dans les 10 dernières années. Donc, au niveau de la construction, nous sommes actuellement en 2023 et toutes les statistiques de 2023 n'ont pas encore été compilées, mais grosso modo, on est à environ 3,4 logements par 1000 habitants. Donc, en 2014, on était à 4,7. Donc, ce que je veux que vous retenez ici, en somme, c'est que la quantité de logements disponibles au grand public, au peuple, est en train de diminuer de façon importante dans un contexte où est-ce qu'on devrait être en train d'accélérer. Quels sont les enjeux au Québec qui ont fait en sorte qu'on a ce frein-là actuellement? Bien, notamment au niveau de la TVQ qui est toujours applicable, n'est-ce pas? Donc ça fait très mal dans un contexte où est-ce que les taux d'intérêt sont les mêmes partout au pays. Donc d'une province à l'autre, le fait qu'on soit taxé de façon supplémentaire ici, ça crée un frein, surtout avec les frais de construction aussi élevés. Naturellement, la hausse des coûts de construction dans la dernière année et deux a un impact. Il y a certains corps de métier, je vous l'ai dit tantôt, il y a certains freins au niveau des hausses, mais quand même au niveau du béton, de l'acier, au niveau des soft costs, etc., les coûts des terrains, il y a quand même une hausse qui est là. Les immeubles qui sont construits sont de plus en plus de forte taille. On essaie d'avoir une économie d'échelle et d'amalgamer des lots pour construire d'envergure lorsqu'on construit, pour être capable d'offrir une masse critique d'unités au marché, d'être capable d'avoir une économie du coût d'échelle et d'être capable d'attirer une certaine clientèle. Donc, souvent, on construit des immeubles de plus grande taille. Et bien sûr, une pénurie de main-d'œuvre. Donc, les corps de métier sont déjà occupés à travailler sur certains chantiers
et les plus sollicités ne sont pas disponibles, naturellement. L'autre enjeu qu'on peut remarquer à travers toutes ces constructions-là, c'est le manque d'abordabilité. Il y a nettement une question d'abordabilité ici au Québec qu'il faut regarder. Il faut se poser des questions sur les seuils d'abordabilité par région. Je pense que c'est primordial de regarder ça. Oui, il y a un manque d'abordabilité au niveau des logements, mais automatiquement, c'est notamment dû à tous les coûts relatifs à la construction. Pour être en mesure d'être compétitifs, les constructeurs doivent louer un certain prix. Donc, chose certaine, lorsqu'on a des subventions pour faire des acquisitions à travers des organismes qui achètent du multilogement, on peut créer du logement abordable. On peut créer du logement abordable également avec différents programmes de la CHL disponibles au niveau du financement. Quelle est la durée moyenne de la construction? Souvent, on me pose la question, puis j'essaie d'avoir la réponse à travers les différents constructeurs, etc., mais il y a tellement d'aléas au niveau de la construction. Il y a tellement d'insimilitudes d'un dossier à l'autre, des complexités d'un dossier à l'autre qu'on ne peut pas nécessairement se mettre en place une certaine mesure. Mais regardons en 2023, combien de mois ça nous prenait pour construire un multilogement? À Vancouver, 26,4 mois. Ça, c'est plus de 2 ans. 2 ans et 2 mois pour construire un multilogement. N'oublions pas qu'à Vancouver, on a une question de densification en hauteur. Donc, naturellement, il faut dynamiter, il faut creuser en profondeur, créer des étages de garage souterrain, densifier verticalement. Ça peut prendre certains temps au niveau des infrastructures également. 26,4 mois. Au niveau de Calgary, 17,8 mois, 1 an et demi. Intéressant. Naturellement, Calgary, c'est plus plat, moins de dynamitage, en fait, ou pas, dans certains cas. Construction de faible hauteur, donc plus étalée, plus simple à construire. Donc 17,8 mois. Edmonton, 16,2, une situation comparable à Calgary, 16,2 mois. Toronto, c'est le plus long, 33,3 mois. C'est près de 3 ans pour construire un multilogement à Toronto. Naturellement, il peut y avoir de la complexité pour amener le matériel en place, la complexité pour être capable de mettre en place tous les plans, la planification urbaine, l'approbation, etc. On peut parler de 33,3 mois. Et ça, n'oubliez pas, là, ce n'est pas une mesure exacte, c'est une moyenne. Donc, ça peut changer d'une construction à une autre. Du côté d'Ottawa, 23,1, donc près de 2 ans pour construire un multilogement. Et Montréal, 19,8. Donc, Montréal se classe dans les endroits où est-ce que ça prend le moins de temps à construire. Pourquoi est-ce que nos multilogements ne lèvent pas? C'est plutôt une question d'abordabilité au niveau de la construction et des difficultés reliées au développement, notamment au niveau de l'urbanisme, etc., des autorisations. C'est la seule raison. Aussi, il y a toute la question de ne pas construire du multilogement, mais plutôt construire de la copropriété dans le centre-ville. Donc, les constructeurs, promoteurs se disent, qu'est-ce qui peut être plus payant pour nous? Est-ce qu'on va se financer avec différents programmes de la CHL ou est-ce qu'on va vendre nos unités? Est-ce que ça vaut la peine peut-être d'attendre 1 année ou 2, d'attendre que les taux reviennent, vendre des unités et tirer plus d'argent du marché? C'est une question qu'il faut se poser également. Donc, j'espère que cette information-là vous a été utile dans un contexte où est-ce que les loyers continuent de monter et on le voit, il y a une quantité incroyable de logements là, qui ont été bâtis là, à Montréal. Si on regarde dans les dernières années, là, dans la dernière décennie, c'est près de 71 % des unités qui ont été construites qui sont des multilogements à Montréal, ce qui est important. Donc, à fur et à mesure que la communauté locataire augmente avec le temps, on va avoir des besoins différents. On va créer des problèmes d'abordabilité, mais on va créer des opportunités pour les constructeurs aussi. Donc, c'est à suivre. Montréal et le Québec vont rester, je pense, pendant longtemps encore. Ça a été le cas pendant les dernières décennies. Mais je pense qu'on va rester encore avec une forte population locataire. Maintenant, l'idée, ça va être d'être capable d'offrir des logements qui sont en bon état pour les immeubles existants et également être capable de construire de façon constante des multilogements pour répondre aux besoins changeants de la clientèle et également pour être capable de créer, segmenter le marché
avec des unités de logement très chères, très peu chères, toute une gamme au milieu, différents lifestyles à différents endroits, toujours en développant la facilité du transport relié autour de Montréal, que ce soit pour rentrer ou sortir de la ville ou à l'intérieur de la ville même, puis privilégier bien sûr la construction verte à travers tout ça. Là-dessus, je vous souhaite une excellente journée et franc succès dans toutes vos aventures immobilières et on se voit pour une prochaine fois.